inquiet, mais mon job de dirigeant, c'est de chercher pourquoi on en est là et comment on va sortir de ce sujet, parce que je ne suis pas satisfait, mais je ne suis pas inquiet. Pourquoi je ne suis pas inquiet? Parce qu'il y a des raisons assez claires. Pour moi, il y a 3 grandes raisons. La première, c'est qu'on a changé d'entraîneur et que la nouveauté, ça crée de l'inquiétude. Voilà, on rebat un peu les cartes. Et ça induit aujourd'hui que nos joueurs cadres sur lesquels on comptait s'appuyer, notamment nos défenseurs, nos attaquants, etc., font des erreurs qu'ils ne faisaient pas d'habitude. Voilà, ils sont de nouveau un peu en train d'être obligés de prouver leur niveau, leurs compétences, alors que tout le monde les connaît. Donc, c'est des choses qui vont se mettre en place. On a aussi des nouveaux joueurs. On a pris beaucoup de jeunes joueurs, mais pas pour le court terme. Quand on prend Olivier Boissy, Kokredze, on sait que c'est un futur très bon joueur qui est blessé. Quand on prend Yannick Marchand et Orgues Bouniakou, qui sont 2 internationaux espoirs suisses, donc qui ont beaucoup de qualité. On le voit sur le dernier match de Bouniakou, il fait plus de 13 km 500 dans le match. Mais normalement, c'est des joueurs qui doivent venir en plus. Parce qu'au début de saison, moi je pense que je vais passer juillet-août avec Charles Piquel au milieu, avec Belmont, avec Pérez. Voilà, je pense que je vais être costaud dans cette zone-là. Et puis il y a une épidémie de peste, beaucoup de blessures, ce qui fait que, comme on n'a pas fait le recrutement de nos adultes, là on vient de prendre Dier Yondo, on va sûrement prendre un autre milieu, je veux dire, on s'est trouvé tout de suite dans la difficulté. On a fait jouer beaucoup d'amateurs. On avait 3 amateurs sur le match d'Auxerre. Voilà, c'est pas rendre service aux garçons. À la fois, c'est une façon de dire, quand vous venez à Grenoble, la porte elle peut être ouverte, mais à la fois, c'est pas leur rendre service. Le dernier point, je viens de te l'expliquer. Je pense que c'est ma responsabilité. Ça peut être considéré comme une erreur. C'est que j'ai pensé qu'avec les joueurs que nous avions de l'an dernier, nos défenseurs c'était les mêmes, nos milieux on avait de quoi faire avec les 3 que je viens de citer, devant, à l'exception de JT et de Semedo, mais on avait récupéré Terrell, on devait pouvoir passer cet été et compléter tranquillement notre effectif avec le regard du coach, avec que les mots veuillent dire la même chose, qu'on soit précis dans le recrutement par rapport à ce qu'ils voulaient mettre en place. Ça c'est ma responsabilité, je l'ai fait trop tardivement, le marché est fermé, j'ai pas voulu prendre de risques, j'ai pas voulu aller vite sur ce sujet, et comme on a eu beaucoup de blessés, on s'est retrouvé dans la difficulté. Donc aujourd'hui, bien évidemment, des joueurs matures qui ont été un peu inquiets et qui peinent pour l'instant à retrouver leur meilleur niveau, des jeunes qui sont toujours bons quand ils rentrent, mais leur donner la responsabilité du match aujourd'hui, c'est pas possible, et une attaque décimée, quand on joue contre 2 des 5 grosses équipes du championnat, parce qu'aujourd'hui Auxerre, Paris, Toulouse, Caen, Dijon, on peut dire, voilà, c'est vraiment les 5 grosses écuries. On sait qu'elles ne seront pas toutes au bout, qu'il y aura des surprises, mais à la base, c'est les 5 qui sont en place, et ceux qui ont moins bougé leur effectif, Paris, Auxerre, comme nous l'année dernière. Donc voilà, le résultat, il ne me surprend pas. Je ne suis pas inquiet, mais je cherche à comprendre, et on cherche surtout à faire que ça n'arrive pas, et que tout de suite on sorte de ce sujet, parce que le Grenoble Foot 38 a un statut et on ne peut pas se contenter de ça. Après le premier match, tu as pris la parole dans les vestiaires de manière assez véhémente. Jordi Gaspard en a parlé librement en conférence de presse d'après-match. Je crois savoir aussi que certains joueurs cadres ont demandé à rencontrer des dirigeants assez rapidement en ce début de saison. C'est quand même 2 actes assez forts. Est-ce que du coup, crise, c'est un mot qui est peut-être un peu précipité, mais est-ce qu'on est quand même dans une situation un peu particulière, qu'on n'avait pas le sentiment, par exemple, l'an dernier, après la défaite à Rodez, qu'il y a autant de remises en question, qu'il y a autant besoin de tirer la sonnette d'alarme? Mais dans ta question, tout est faux. Je n'ai pas pris la parole je n'ai pas été véhément dans le vestiaire. J'ai pris la parole, très calmement, pour recadrer la situation et remettre les gens devant leurs responsabilités. Aucune véhémence. Les cadres n'ont pas demandé à me parler. C'est moi qui leur ai demandé de venir me voir individuellement. Aucun ne m'a appelé. C'est moi qui les ai appelés pour les remettre devant leurs responsabilités à eux. Donc, il n'y a pas eu de coup de gueule dans le vestiaire, et il n'y a pas eu de cadre qui venait voir la direction pour voir ce qui se passait. Non, non, c'est tout à fait l'inverse. Que l'an dernier, après Rodez, tu as pris la parole dans les vestiaires. Est-ce que tu as appelé les cadres? On est comme sur 2 contextes qui sont différents. Non, parce que Rodez, on perd 2-1 après avoir fait une très bonne préparation. On est au complet, ou 1-0. 1-0. Sur un match où on a un problème de milieu au dernier moment, où le coach fait un choix. Bon,
Là, la difficulté du match du PFC, c'est qu'on a fait un match qui n'était pas au niveau de la Ligue 2. Voilà, on a fait un match en deçà des critères de la Ligue 2. Donc ça implique tout de suite une réaction. On n'est pas trifouiller les oies, on attend. Non, on est à Grenoble, on a des objectifs, on a un statut, et à un moment donné, on ne peut pas faire un match qui n'est pas au niveau de la Ligue 2. On a perdu 3-0 au Auxerre, je ne suis pas intervenu dans le vestiaire, parce que on a fait 70 minutes qui n'étaient pas inintéressantes, parce qu'on s'est créé des situations et on nous a refusé logiquement 2 buts, mais je veux dire, voilà, on était au niveau de la Ligue 2, parce qu'on perd sur des erreurs individuelles, voilà, qui vont se gommer. Voilà, on est dans une phase de progrès. Contre PFC, on était une petite équipe de nationale qui jouait contre une bonne équipe de Ligue 2. Là, on était une petite équipe de Ligue 2 qui jouait contre une bonne équipe de Ligue 2. Voilà, on rentre dans la compétition et on va progresser et on sait où on veut aller. Mais il n'a jamais été question ni de coup de gueule, ni de cadre qui m'interpelle. C'est tout à fait l'inverse, et il n'a jamais été question de crise ou autre chose. On cherche à comprendre, on discute avec eux, on responsabilise tout le monde, parce qu'à un moment donné, on connaît les raisons des cadres qui pour l'instant sont dans l'inquiétude et qui ne sont pas à leur meilleur niveau individuel, ça c'est encore vu ce week-end, des jeunes qui ont trop de responsabilités, et nos nouveaux joueurs qui ne sont pas encore arrivés. Je veux dire, il y a une lisibilité très claire sur ce sujet. Sur les cadres, justement, est-ce qu'on peut employer le terme volontairement? C'est une question qu'on peut poser. Sur leur niveau actuel? Non. Quelles sont les raisons, justement? Mais non. Chercher les raisons de... Non, mais attention, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, moi, je ne leur jette pas la pierre. J'ai prolongé Loïc Nestor. J'ai prolongé Adrien Monfray. Voilà, c'est des signes forts. On a gardé toute notre défense de l'an dernier. Sauf qu'à un moment donné, on n'a eu que 4 semaines de vacances. On a eu une préparation beaucoup plus courte. On a un nouvel entraîneur. On doit assimiler des nouveaux éléments tactiques. C'est dur. Et comme naturellement, on rebat les cartes, certains peuvent se dire, est-ce que c'est moi qui vais jouer? Est-ce que c'est un tel? Des choses toutes simples. Adrien Monfray, sa femme accouche dans la dernière semaine qui précède le premier match. Il n'est pas là pendant 3 séances. Le coach fait jouer Barthes. Bon, peut-être que Philippe Insberger, par un souci d'attention auprès de tout le monde, et parce que, pas par copinage, mais aurait dit non mais bon c'est pas grave, il a l'habitude, c'est notre leader défensif, il va jouer quand même. Donc les cartes sont rebattues. Voilà. La moindre erreur peut être sanctionnée. Parce qu'à un moment donné, on est de nouveau dans une situation où il faut se remettre dans une vraie actualité. Je pense que c'était nécessaire. Le confort n'a jamais donné des bons résultats sur la durée. Ça donne des bons résultats de façon passagère. On était dans une forme de confort l'année dernière, mais un confort habile, utile. Aujourd'hui, on doit rentrer dans une situation où on doit se refaire violence pour retrouver un niveau, accepter un nouveau système, avancer, mais moi j'ai aucun doute. Je suis très heureux d'avoir prolongé Nestor, je suis très heureux d'avoir prolongé Monfray, je suis très heureux d'avoir Néry, Montbry, Abdallah et Gaspard comme défenseurs. On a fini 2e meilleure défense avec eux l'année dernière. Voilà, ils vont se remettre en question, ils vont mieux comprendre le sujet. On va mettre devant eux des gens aussi qui sont plus combattants, parce que c'est vrai que sans Charles, sans Manu, voilà, on a perdu de la densité athlétique. Prendre des buts, c'est pas que les défenseurs. Surtout quand je vois la forme de Brice en ce moment que je trouve étincelant. Donc voilà, il n'y a pas de doute, c'est un concours de circonstances qui a mal tourné. Je ne vous parle pas du match à Guignon, voilà, on a vraiment eu toutes les misères du monde, des blessés de dernière minute. Voilà, on a aujourd'hui on a eu 8 joueurs qui sont blessés. On a Basralman qui s'est démonté l'épaule, on a Charles Piquel qui a pris un tacle contre Grasse, on a Flomich qui a fait une appendicite. Enfin, je veux dire, bon, on a aussi des faits extérieurs au foot, Terrell Ondan qui ne peut pas jouer parce que sa femme accouche le jour du match. Enfin, bon, des situations incroyables. Adrien Monfray, sa femme accouche 4 jours avant un match. Bon, voilà, on a eu des situations un peu complexes, mais c'est pas des excuses, c'est un constat. Et à la fin, je ne pensais pas que tous ces petits éléments allaient arriver en même temps et allaient nous perturber notre début de saison. Donc on peut considérer que c'est ma faute d'avoir retardé ce recrutement, mais je voulais être sûr de ce qui nous manquait, d'en parler avec le coach, avec le nouveau staff, de regarder un peu la valeur, son œil aussi sur la valeur de nos joueurs. Voilà, on est un peu en retard et là on l'a payé cash. Est-ce qu'aujourd'hui la place du coach est menacée? Non mais arrêtez, c'est même pas une question à laquelle je réponds.
eh ben, pas d'actualité. La place de certains joueurs peut être menacée, parce qu'eux, il faut qu'ils fassent le taf. Mais notre coach aujourd'hui, je veux dire, c'était d'abord un grand joueur. Alors on s'en fiche, hein, tous les grands joueurs ne sont pas des grands entraîneurs, mais il a démontré pendant toute sa carrière en Suisse son niveau de compétence. Je pense que c'est quelqu'un de très méconnu en France, qui est très très respecté dans son pays. J'étais encore pas longtemps à Bâle, où voilà, j'ai pas croisé quelqu'un qui m'a pas dit du bien de Maurizio Jacobacci. C'est quelqu'un d'assez discret, qui ne se met pas en avant, qui explique pas sa carrière, qui explique pas ce qu'il a fait avec ses clubs. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. On sait pourquoi on a pris Maurizio, parce qu'on a envie de franchir un cap. Tactiquement, on a envie de franchir un cap dans le fonctionnement du club. Aujourd'hui, on est nous un club alpin. Voilà, on est plus proche de Turin, de Genève que de Brest ou de Bordeaux. Donc notre territoire, il est là. Le multilangage est un vrai sujet. On me dit oui, mais bon, oui, mais aujourd'hui, parler français, anglais, italien, espagnol, allemand, voilà, c'est important parce que de plus en plus, on s'aperçoit que notamment en Suisse, la Suisse a un gros avantage, c'est de parler plusieurs langues et c'est juste à côté de chez nous. Et voilà, c'est un vrai sujet à la fois dans le recrutement et dans la progression des joueurs, même si notre objectif n'est pas de prendre que des joueurs étrangers. C'est pas ça notre objectif. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas de centre de formation et on a besoin d'aller chercher les meilleurs jeunes qui sont accessibles. Kokredze, Marchand, Bunjaku, Boissy, voilà. Et ces gens-là, ils parlent différentes langues dans un espace européen. Voilà. Grenoble doit hausser son niveau de recrutement chez les jeunes, il faut absolument qu'on fasse monter notre réserve, doit hausser son niveau d'adaptabilité. Voilà. La langue naturelle du club, c'est le français, et c'est normal. La deuxième langue, c'est l'anglais, et c'est normal. Et après, il y a des coups un peu particuliers, voilà, où on tente des choses. Ça doit être notre particularité. Grenoble est une ville d'accueil, c'est la 11e agglomération de France, il y a énormément de nationalités ici, des gens qui viennent, qui partent. Il faut qu'on garde notre culture locale, mais il faut qu'on ait cette capacité d'accueil et d'évolution. Aujourd'hui, on n'a pas encore les outils pour former des Grenoblois, des joueurs du territoire, de façon sécure, et il faut qu'on pallie à ça dans les 2-3 ans qui viennent. Voilà, j'étais aussi en Afrique pendant 3 semaines pour recruter des jeunes joueurs pour l'année prochaine, parce que j'espère qu'on va ouvrir notre centre. On est en train de travailler sur ce sujet, on commence à embaucher des éducateurs. Voilà, on est dans un mouvement où on sait où on va. Tu parles du coach, justement, tu dis qu'il est un peu méconnu. Quand vous l'avez présenté, vous avez beaucoup insisté sur le côté italien, sur le côté territoire alpin, etc. On a moins parlé de jeu, du coup. On peut dire que c'est un coach qui est plutôt pragmatique pour l'instant, qui insiste plutôt sur la défense. Est-ce que c'est pas un petit virage par rapport à ce qu'on avait ces dernières saisons, où on insistait un peu plus au club sur du spectacle, on va dire, pour résumer? Tu sais, moi je suis... ça fait 6 ans et 3 mois que je suis là. J'attaque ma 4e année en Ligue 2. On est monté 2 fois. Je pense que là, on est sur un virage important. C'est quoi ce virage? C'est qu'on va investir dans un centre d'entraînement et dans un centre de formation. Je peux te donner un scoop aussi. On va accepter la dernière offre de la ville de Grenoble pour signer un bail emphytéotique sur la Poterne, pour réinvestir sur le territoire grenoblois, parce que nous sommes grenoblois également, pour que à la fois nos filles et notre préformation aient un outil performant égal en qualité à ce qu'on va faire à la côte. On est sur un virage. Donc on passe d'une situation de club familial, voilà, on est entre nous, on est des potes, t'as déconné, on va voir comment on peut arranger le coup, à une situation, je dis pas plus professionnelle, parce qu'on était très professionnel avant. Mais voilà, où on doit franchir un cap. Voilà, on doit garder cet esprit affect qui a fait notre force, et on veut une différence avec les autres clubs français ou internationaux, mais on doit devenir, on doit grandir sur ces sujets, parce que notre objectif, c'est quoi? Notre objectif, c'est un jour d'aller en Ligue 1. Je veux dire, on n'est pas là pour perdre notre temps. Notre objectif, c'est ça. C'est notre 4e saison. Ça fait maintenant 6 ans que je suis là. On va construire nos structures. On prend un coach plus international qui va nous faire progresser tactiquement, qui va nous amener un regard différent. Et notre objectif final, c'est quand on aura nos outils, nos sujets, c'est de jouer la montée.
Aujourd'hui, on a réussi un exploit l'année dernière. Je ne pense pas qu'on était en sur-régime. On avait réellement la qualité. Cette année, j'ai pas de doute sur notre classement. On a notre objectif d'être dans les 10 premiers. Il faut vite qu'on prenne nos 42 points parce que, comme le dit Brice dans ses interviews, tous les ans, tous les clubs, que ce soit Paris, on veut d'abord jouer, prendre 42 points en début de saison parce que c'est la base qui fait vivre les 50 salariés qu'on a autour de ce club. Et après, on ne s'interdit rien. Après, le sujet, c'est jusqu'où on peut aller. Et de nouveau, on sait que pour devenir un club qui compte dans le foot français, il faut qu'on soit régulièrement dans les 10 premiers, dans les 7 premiers, dans les 5 premiers, et un jour dans les 2 premiers. Voilà, c'est ça notre objectif. Donc là, on a une mise en route, on a un virage, mais notre cap, il est clair. Alors justement, Maurizio, dans ce cadre-là, être dans les 10 premiers, un coach français aurait pu le faire. Pourquoi un coach étranger? C'est une question d'apporter ses méthodes à lui, un peu plus de rigueur tactique, de choses comme ça. Le but avec Maurizio, il est clairement des progrès dans ces axes-là. Il est des progrès dans une vision un peu différente du foot. On n'avait pas eu l'objectif au départ absolument de signer un coach étranger. Moi, j'ai contacté en France 2-3 coachs, dont un étranger d'ailleurs, Urcea de Nice par exemple, qui pour moi avaient des profils pour nous faire progresser. Voilà. Qui étaient des coachs un peu différents. Bon, il y en a un qui a signé en Ligue 1, il y en a un qui a signé dans un très très gros club de Ligue 2, voilà, il y en a un qui n'a pas voulu. Voilà, peut-être qu'on avait mis la barre un peu haut par rapport à l'image qu'avait le club encore en fin de saison l'année dernière, même si on avait fini 4e avec nos structures un peu branque-ballantes, et beaucoup de progrès. Donc on n'a pas réussi à attirer cette gamme de coachs. Donc on est allé la chercher dans un périmètre proche. Voilà. Mais notre objectif, c'était d'être dans une logique de progrès, parce que, comme l'avait dit justement Philippe Insberger, lui, par rapport à sa connaissance, par rapport à son expérience qui est grande, par rapport à son côté familial, voilà, ça a été pour nous l'entraîneur parfait dans cette période-là. Et peut-être que c'est lui qui avait raison. Peut-être qu'il était arrivé à la fin d'un cycle. Voilà, peut-être que pour lui, les terrains, c'était plus important que la qualité des joueurs. Faire progresser un club, il se demandait comment il allait faire. Bon, et parce qu'on avait fini 4e, mais aujourd'hui, le progrès, il n'est pas que dans les résultats sportifs. Il est dans la force du club, dans l'augmentation de ses revenus, dans ses capacités structurelles, dans son objectif à moyen terme. Voilà, c'est sûr que faire progresser un club qui a fini 10e l'année dernière comme Amiens, c'est plus facile, même en perdant ses 2 premiers matchs. Chez nous, quand tu as fini 4e avec un terrain d'entraînement qui est moyen, avec une économie qui est restreinte, c'est plus dur. Mais il ne faut pas avoir peur de ça. Notre club, il a besoin de grandir. J'espère qu'un jour, on sera un aussi gros club, parce qu'on a beaucoup de respect pour Amiens ou pour d'autres, qu'Amiens ou que d'autres. Notre objectif, nous, c'est d'aller en Ligue 1. Mais on doit construire notre processus. Un petit point mercato, même si tu as déjà abordé la question dans certaines réponses. Déjà, un mercato tardif, est-ce que c'est quelque chose que vous subissez ou est-ce que c'est quelque chose qui était voulu et pourquoi du coup voulu? C'était un peu les deux. D'abord, on le subit parce que le marché n'est pas ouvert. Et qu'aujourd'hui, le foot français a subi une crise violente de la pandémie et aussi des droits télé. Que beaucoup de joueurs qui ont des contrats dans des clubs plutôt importants et dont les clubs veulent se séparer ne partent pas. Parce qu'un joueur qui gagne 15 000 € dans un bon club, il ne va pas partir pour 10 ou pour 11. Il va partir l'année prochaine quand il sera fin de contrat. Pour l'instant, il est sous contrat. Et il fait durer le sujet. Donc le marché est un peu fermé. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'à partir du moment où on change de coach, moi j'ai besoin de reconnecter mon logiciel avec mon nouveau coach. Avec Philippe, ou avant avec Olivier, ou avant avec les entraîneurs que j'ai pu rencontrer. Bien sûr que je suis maître du jeu, mais je dois connecter ma pensée avec celle du coach, avec son système de jeu, avec ce qu'il veut faire, avec sa volonté. Donc j'ai beaucoup regardé le match de son ancien club, j'ai beaucoup discuté avec lui. Donc du coup ça prend du temps, donc du coup on met plus de temps à trouver les bons profils. Donc il y a ces deux raisons-là font qu'à un moment donné on a un recrutement qui est plus tardif que d'habitude et qui nous exceptionnellement là, enfin pas exceptionnellement là, mais qui nous met en difficulté parce qu'on a beaucoup trop de joueurs de l'année dernière qui sont blessés. Tu as aussi déjà un peu répondu sur le côté regret, mais dans la démarche, faire d'abord venir, on va dire, plus des joueurs de complément, des jeunes ou un joueur qui est blessé. Pas de regret de ça. Pas un regret du coup, mais est-ce que du coup dans la démarche, tu n'aurais pas pu d'abord recruter des joueurs un peu plus expérimentés?
Non, là je suis pas d'accord avec toi sur le sujet, parce que quand je prends ces joueurs-là, je sais ce que je fais. Je construis l'avenir du club. Je construis... Je reformule ma question. D'abord prendre les joueurs qui seront présents du club, ou ceux qui arrivent dernièrement, qui vont encore arriver. Je ne pouvais pas prendre dans un marché fermé des joueurs sans mon coach ou sans connaître les desiderata de mon coach. Le marché est fermé et je ne sais pas exactement ce que veut mon coach. Moi, je sais ce que j'aurais fait, je sais ce dont j'ai besoin, mais j'ai besoin de... je veux dire, c'est pas un truc qu'on fait dans son coin, le foot. C'est un truc où on convainc. C'est un truc où on échange. Donc, sur les jeunes joueurs qui, normalement, sont moins impactants sur l'équipe, là, il en va de l'intérêt du club pour l'avenir. Donc, aujourd'hui... on attaque notre 4e année en Ligue 2, on a pris une place dans le foot français. Par exemple, j'ai été élu au conseil d'administration de la Ligue. C'est pas un tutti personnel, ça me fait très plaisir pour mon ego, pour mes proches, d'avoir été élu à 75% pour ça, ou 73%, donc par la majorité des clubs de Ligue 1, Ligue 2, pour représenter autre chose que ce qui est en place aujourd'hui. On pourra en parler tout à l'heure. Ça, c'est quoi? C'est pas moi, c'est le club qui est valorisé. C'est le travail mis en place, c'est nos passages à la DNCG, c'est le fait qu'on soit super réglo financièrement, c'est le fait qu'on soit exemplaire dans le fonctionnement. On a pris une place dans le foot français. Et elle s'est traduite par ce vote, tant mieux pour moi, et tant mieux pour le club, parce que c'est la première fois, je crois, que le club a quelqu'un de présent au conseil d'administration, donc c'est quand même, on va dire, le gouvernement du foot français, et j'y vais plutôt pour représenter une forme d'opposition, parce que je suis... pas farouchement favorable à la multipropriété des clubs, et on en voit les dérives avec Nancy, et demain on va voir avec Bordeaux et Boavista. Je ne suis pas farouchement pour la mondialisation. On voit qu'aujourd'hui il y a 11 ou 12 clubs français en Ligue 2 qui sont détenus par des étrangers. On a vu les résultats. On a vu les résultats à Grenoble il y a quelques années. Je ne crois pas à cette mondialisation, parce que ces 11 ou 12 clubs-là ne vont pas monter dans les 2 ans qui viennent en Ligue 1. Donc il y aura des déçus, il y a des gens qui vont partir. On l'a vu avec Bordeaux, on va le voir demain avec d'autres clubs. Je crois qu'aujourd'hui, notre modèle à nous, notre modèle économique à nous, avec un actionnaire territorial qui construit quelque chose sur la durée, step by step, avec un objectif clair, je le redis, parce que Grenoble ne peut pas se permettre un jour de ne pas être dans les 20 meilleurs ou dans les 18 meilleurs demain, d'aller en haut, mais pas n'importe comment. C'est le bon modèle économique. Alors oui, on a des contraintes. Ah oui, on a un salary cap, oui, mais ça ne nous a pas empêché aujourd'hui d'être 2 fois dans les 10 meilleurs de Ligue 2, d'être une fois barragiste. Voilà, et c'est à nous d'être performants, c'est à nous de trouver les solutions. On fait partie de ces clubs de Ligue 2, des 2, 3, 4, 5 clubs de Ligue 2 qui ont... Alors, c'est pas un exploit, c'est pas une volonté, on n'est pas là pour faire du trading. On a vendu plus de 5 millions d'euros de joueurs. On fait partie des gros clubs de Ligue 2 dans l'organisation financière, dans la structure, dans ce qu'on représente, et ça a été récompensé, entre autres, par cette élection. Donc aujourd'hui, notre place, elle est là. On a perdu 2 matchs, est-ce que Jacobacci, mais ça, c'est une boutade pour moi, remis dans le contexte. On sait où on veut aller, on sait comment on veut y aller. Et pour revenir à ta question initiale, j'ai pris les jeunes parce que ça, c'est de mon ressort. C'est pas ceux qui, normalement, doivent nous faire gagner les matchs. C'est ceux qui vont nous faire gagner les matchs demain. Ça, c'est mon job. C'est ma plus-value. C'est comme ça qu'on avance. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de centre d'entraînement, de formation qui nous fournissent ces joueurs-là. Donc, j'anticipe. Kokredze, moi, je sais que c'est un bon joueur. Voilà, il a marqué des buts contre l'équipe de France Espoir. C'est un joueur très atypique, meneur de jeu, qui peut jouer sur un côté. Voilà, on savait qu'il était blessé. C'est un garçon qui devait partir à Liverpool avant sa blessure, qui a été blessé, qui a eu un peu mal à revenir, qui est revenu un peu plus, qui a rejoué des matchs, qui a eu des bobos. Pourquoi on l'a pris? Parce que moi j'ai toute confiance dans mon staff médical, j'ai toute confiance dans Mika, dans Mathieu, dans nos entraîneurs, et je sais que c'est un garçon, si on le fait revenir à son bon niveau, qui va être une plus-value pour nous. Donc, nous, on est obligé de tenter des choses. Si c'est pour acheter un joueur 5 millions ailleurs ou 1 million ailleurs, comme font les autres clubs, je prends 0 risque. Max Marty, il va être bon. C'est facile de prendre un joueur qui est déjà bon. Nous, notre sujet, c'est qu'on ne prend que des joueurs qui doivent devenir bons. Quand on a pris Charles Pickel, on m'a dit « Ah ouais, pourquoi tu vas chercher un joueur en Suisse, ils n'en veulent plus ?» Voilà, ok, bon. Aujourd'hui, on ne me demande pas pourquoi. Quand on va chercher Moussa Djité, ouais, mais si on ne le garde pas, il a fait 5 matchs. Ok, bon. Donc, notre difficulté, et pourquoi je me trompe aussi des fois, c'est que je ne prends que des joueurs qui n'ont pas réussi ailleurs. Et
pour les faire réussir chez nous. Donc il y a un peu de déchets, et ces jeunes-là, je considère que c'est chez moi, c'est notre plus-value, on continuera à le faire, mais à la base, ce n'était pas ceux qui devaient remplacer nos départs. Mais même si on parle de nos départs, je ne sais pas si tu as une question sur nos départs, mais aujourd'hui, nos départs, c'est quoi? C'est Willy Semedo, et je l'accepte totalement, qui a fait un choix financier de sa carrière, parce qu'il arrive à un âge où il veut gagner de l'argent. Et donc, même en Ligue 2 en France, entre ce qu'il demandait et ce qu'il voulait, il n'a pas trouvé. Donc, j'ai pas de regret. Jessie Benet, qui avait 2 objectifs, jouer en Ligue 1 et un salaire que moi je considère important, je ne dis pas au-dessus de sa valeur, mais important. Aujourd'hui, par rapport à ces 2 critères, je ne dis pas qu'il a tort, mais il n'a pas trouvé. Encore, je lui souhaite de trouver, parce que c'est un garçon qu'on adore, mais je veux dire, je n'avais pas de moyens particuliers, on l'a amené à ce niveau-là, il s'est fixé des objectifs, ce sont les siens, mais je ne pouvais pas le conserver. Moussa Djité, qui était sûrement le joueur le plus doué qu'on ait eu depuis longtemps, et je l'ai souvent dit, et même si les gens souvent me disent ouais mais ça il sait pas faire, ça il sait pas faire, mais regardez plutôt ce qu'il sait faire. Voilà, c'était une grosse plus-value pour le club. Et puis c'est tout. Tapoko n'a pas gardé on n'a pas levé son option parce qu'on avait une option à 300 000 et qu'il a quand même été régulièrement blessé et qu'il nous a pas apporté tout à fait ce qu'on voulait, même si on est persuadé que c'est un joueur de qualité. Les autres sont là. Sauf que pour l'instant, ils ne sont pas à leur niveau. On ne peut pas dire que Jordi Gaspard, qui a fait une première partie de saison stratosphérique avec nous, l'année dernière, ait retrouvé son meilleur niveau. On ne peut pas dire que Charles Piquel est utile pour nous, puisqu'il est blessé. Donc aujourd'hui, on a nos joueurs de l'an dernier. On a remplacé Semedo par Correa. Je ne pense pas que Correa ait des plus mauvais stats que Semedo, qu'il soit moins bon au même âge. Enfin, je veux dire, demander un peu à tout le monde. Après, il sera peut-être moins bon chez nous, ou meilleur. Moi, je crois beaucoup dans ce garçon. On n'a pas encore remplacé Moussa Djité. On va le faire. On n'a pas encore complètement remplacé Jessie Benet, puisqu'on a plutôt remplacé Tapoko par des Riondo, qui est un joueur de volume, voilà, très tonique, et qui court beaucoup, qui va nous apporter de la grinta, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'absence de Pérez et de Charles, bon, on a quand même besoin d'un mec costaud. Donc, on va prendre un milieu, on va prendre encore un attaquant. Si le marché s'ouvre, suivant comment les choses se passent, il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Tu peux tout simplement expliquer comment un joueur argentin qui évolue en Roumanie finit à Grenoble. La démarche un peu, sans forcément rentrer dans les détails, hein, mais j'imagine qu'il y a plein de choses qui sont étudiées pour minimiser les risques au maximum. Comment est-ce qu'on arrive à des Riondo qui débarquent le G38 ? D'abord, c'est que du réseau. Nous, à la base, on cherchait quoi? On cherchait un joueur avec un gros volume. Et je le disais souvent sous forme de boutade, ce que j'aime chez Charles, c'est son côté sud-américain. Ouais, voilà, il va gratter un peu les chevilles des autres, il est chiant. Tu préfères les avoir dans ton équipe que dans les équipes adverses. Et à force de dire ça, à mes amis, aux agents, aux coachs, voilà, on a confronté un peu tous nos réseaux, et on a serré des joueurs, voilà, qu'on suivait depuis longtemps, notamment avec Laurent Deschaux sur Insta, sur Y-Scout. On a comparé les stats de Charles, les stats de Riondo, les stats de Pérez, les stats de Pierre-Paul Jacques, et on a cherché quelqu'un qui avait cette possibilité, qui avait ce profil. On a regardé les images, les matchs entiers, et on s'est vite aperçu que voilà, c'est dans le profil statistique et dans le profil humain, après avoir discuté avec lui, quelqu'un qui a envie de s'intégrer, qui parle le français, qui sort de 35 matchs en Roumanie en première division, où on a aussi quelques amis qui nous ont expliqué un peu son niveau. Concrètement, voilà, tu te renseignes auprès de gens qui sont connaisseurs du championnat roumain, éventuellement connaisseurs du championnat argentin. Voilà, vous passez par des gens derrière pour avoir des informations. Bien sûr, un maximum d'informations. Voilà, il se trouve qu'après, son agent est espagnol. Voilà, on a beaucoup échangé avec lui, que l'agent du coach connaissait aussi l'agent espagnol. Donc voilà, il a vérifié aussi qu'il cherche, voilà, qu'il n'y ait pas de loup dans le sujet, que le garçon soit pas blessé, qu'il n'y ait pas si. Donc voilà, on bétonne ce sujet-là. Nous, on ne s'interdit rien. Ce qu'on cherche, c'est le meilleur rapport qualité-prix pour occuper un poste particulier avec des définitions particulières. Un jeu d'interception, un jeu de bataille, un jeu d'agressivité, un jeu de volume, voilà, où qu'on devienne, voilà, dans cette zone-là plus compact. Bon. Et aujourd'hui, il nous est apparu évident
qu'à 28 ans, voilà, qualité-prix, ça c'est pas un joueur pour revendre, etc. Ça c'est un joueur pour utiliser, c'est un joueur qui va nous apporter sa grinta, qui va nous apporter son expérience, qui a très envie de venir en France, qui va s'intégrer, je pense, très vite. Voilà, il faut qu'on ait cette capacité d'accueil. Sinon, je vais prendre... je vais prendre un autre type de joueur qu'on connaît dans le championnat de France. Il ne sera pas meilleur, pas moins bon. Il ne sera pas peut-être plus heureux de venir à Grenoble que ça. Lui, il est très content. Voilà, c'est important tous ces sujets. Et culturellement, il va aussi nous apporter quelque chose. Donc, on en gardera quelque chose à la sortie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'Argentin en plus. Donc, je salue Sergio. Est-ce que tu peux en parler justement avec Sergio Roras? Est-ce que ça fait partie des gens que tu peux sonder en tout cas sur des joueurs? Ça fait partie des gens parce que c'est un garçon d'Iriondo qui a bien sûr joué en première division en Argentine. Et voilà, ça fait partie des gens en qui on a toute confiance, Sergio, c'est sûr. Tu disais donc que vous attendiez encore un attaquant remplaçant Moussa Djité. Tu viens de dire que Derriondo c'est plutôt pour remplacer Tapoko. Est-ce que ça veut dire que tu comptes sur Charles Piquel cette année ou qu'un joueur peut arriver en prévision d'un départ de Charles Piquel? En tout cas, on va prendre un joueur pour remplacer Jessie Benet. Est-ce qu'on va prendre un 6, un 8, un 10, un plus bas? Ça va dépendre de l'évolution de Kokredze. Pour l'instant, on n'est pas trop pressé pour remplacer Jessie. Si Charles s'en va, on le remplacera. Mais aujourd'hui, on va se parler franchement. Il y a 2 joueurs avec qui on avait des accords. On va commencer par Jordi. Jordi Gaspard, quand il est arrivé chez nous, je lui ai dit, écoute, voilà, tu signes 3 ans, peut-être une année optionnelle, tu viens 1 an, tu casses tout, et soit on monte ensemble, soit à un moment donné, on saura trouver la bonne formule pour que tu bouges. Bon, il a fait 6 mois stratosphériques, il a fait 6 mois moyens. Pour moi, il n'est pas revenu à son meilleur niveau. Je pense qu'il a un peu grossi cet été. Bon, voilà, c'est un garçon qui va se remettre en question, j'ai pas de doute. Mais pour l'instant, c'est un peu sinusoïdal. Son agent a travaillé, mais moi, je n'ai eu 0 offre. J'ai eu 0 offre pour Jordi Gaspard. Rien. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'il se remette à jouer et à être performant s'il veut partir. Voilà. Bon, c'est pas des garçons qu'on va laisser libres. Charles Piquel, pour moi, il est victime de la crise. Il a fait un choix d'agent aussi. Il a changé son agent, ça lui appartient, je ne pense pas que ça soit ça qui soit déterminant, mais c'est un garçon qui a un profil particulier, numéro 6, gros batailleur, c'est pas Maradona avec les pieds, mais voilà, c'est vraiment dans ce secteur de là un joueur très, très intéressant, et c'est pas toujours sur ce profil de joueur que les clubs investissent. On va investir sur des attaquants, sur des plus jeunes. Et donc lui, il est victime de la crise, c'est-à-dire que le Covid est passé par là, et qu'il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés par lui, mais qu'on a très peu d'offres. Voilà, on a des offres de quelques centaines de milliers d'euros au Portugal, dans des clubs pas plus huppés que Grenoble. On a des offres en Turquie, à valider, toujours pareil, de quelques centaines de milliers d'euros. Enfin, aujourd'hui, au moment où je vous parle, je ne vois pas comment Charles va partir avec ces offres-là. Nous, on n'a pas besoin d'argent, il lui reste 1 an de contrat. Nous, on est ouvert à ce qu'ils partent, mais à un moment donné, il faut faire un minimum respecter le club. Voilà, Si vous recevez des offres pour ces 2 joueurs le 25 août, vous serez en capacité de les remplacer? Non, mais on va mettre en place des deadlines. Nous, aujourd'hui, on a plein de défauts, on essaie de respecter nos engagements et on essaie d'anticiper. Voilà. Donc aujourd'hui, nous, si on venait avoir une bonne offre, ils vont partir. Mais aujourd'hui, je cherche de moins en moins parce que je trouve que le marché est fermé. Et je ne vois pas d'évolution notable, même si j'ai aucun doute que notamment les agents de ces 2 joueurs sont des gens qui travaillent beaucoup, qui cherchent des solutions. Mais à un moment donné, le marché est fermé. Donc, et nous, on ne libérera pas des joueurs en dessous de leur valeur. J'avais une petite question spécifique sur Marchand. Tu me disais il y a quelques temps que tu n'aimais pas les prêts parce que tu ne voulais pas faire grandir des joueurs qui n'appartenaient pas au club. Pourquoi avoir changé d'avis sur ce cas spécifique? C'est peut-être pas complètement un prêt. Après, bon voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. Moi, c'est un garçon que j'aime beaucoup parce qu'il a de la fluidité technique, il a un bon volume. Il a joué l'autre jour sur un poste qui n'est pas le sien. C'est un joueur qui pour l'instant manque de puissance, manque un peu de viande autour de l'os, mais qui est comme beaucoup de joueurs européens, en plus suisse, un peu champ Angora, quoi. Voilà, c'est un garçon qui doit devenir plus batailleur, mais qui a beaucoup de qualité. Après, on verra comment les choses évoluent. On s'est donné la possibilité qu'il reparte à balle, on s'est donné la possibilité peut-être de le conserver. Voilà, on a été plus directif avec Orges Bunjaku, parce que c'est pour moi un garçon encore différent, qui a pour moi des qualités particulières, notamment sur la personnalité. C'est un garçon sur lequel nous on a signé 3 ans, avec aussi la possibilité qu'il reparte à balle, parce qu'on est dans une forme de partenariat avec ces clubs-là. Il ne faut pas les prendre pour des imbéciles. C'est eux qui ont formé ces joueurs. S'ils réussissent, faut trouver des retours.
voilà, il faut qu'on soit intelligent et puis qu'on se serve un peu de nurserie plus, voilà, qu'on les aide à grandir ces joueurs-là, en attendant les nôtres. Mais non, on croit beaucoup dans l'évolution positive sur les années de ces deux joueurs notamment. Le coach a joué un rôle ou c'est déjà des joueurs que vous aviez les deux Suisses? On a regardé un peu partout, mais la présence de Jacobacci, de Maurizio, a fait que ces joueurs-là ont eu plus envie de venir. Moi, mon job, c'est de me servir de la présence de mon coach pour aller chercher les joueurs qui peuvent m'aider à faire venir. Voilà. C'est des joueurs que j'aurais voulu prendre, que j'aurais peut-être pas pu prendre. Voilà. Mais ils sont suisses, les gens disent il le fait jouer, ils sont peut-être pas prêts, qu'est-ce qu'il fait le coach? Mais non, mais le coach il les fait jouer parce que les adultes sont pas là. Et il se trouve que c'est aussi grâce à lui que j'ai pu les faire venir, mais si j'avais pu les faire venir sans lui, je les aurais fait venir quand même. Le grand public voit Moussa Djité vendre record. Déjà, est-ce que tu peux expliquer que 3 millions de dollars de vente, ça ne veut pas dire 3 millions dans les caisses du club? Et ensuite, comment le club peut aussi utiliser cet argent? Voilà, est-ce que ça veut dire que le nouveau... D'abord, je ne garantirai pas l'argent. Je ne te dirai pas si c'est 3 millions, c'est 3 millions et demi, c'est 4. Voilà, une somme. Voilà, c'est vos sujets. Ce qui reste au club, c'est quand même globalement le prix du transfert, quelques dizaines de milliers d'euros près, parce qu'on doit, je crois, un peu d'argent à son ancien club. Voilà. Mais je veux dire, ça reste pour nous... vous appelez ça contre-corps. Moi c'est pas de la marchandise, des joueurs, c'est des joueurs qu'on aime. Simplement, lui, pareil. Je pense que la crise a fait que il n'a pas pu être acheté à son juste prix en Europe, et que d'un commun accord avec lui, le championnat américain et notamment Austin, on en a beaucoup discuté avec les dirigeants. Franchement, moi, je suis très surpris de l'évolution du championnat américain. Voilà. Je pense que l'Europe est en train, pas sportivement, mais économiquement, de décliner. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'argent, les droits télé ont atteint un plafond, voilà, on est en train de rebattre un peu les cartes, il y a la crise, il y a le Covid, on doit s'humaniser un peu et il faut faire attention avec l'argent du foot. Les États-Unis sont dans une espèce d'ultra-libéralisme où le foot est en train le soccer prend une place de plus en plus importante, ils payent des joueurs de plus en plus cher, ils ont investi beaucoup en Europe cette année sur des jeunes joueurs, c'est un championnat qui pour moi va décoller, ils ont des entraîneurs de plus en plus qualifiés. C'est un show, bien sûr. On voit le stade d'Austin, les lumières s'allument, s'éteignent, le vestiaire. Bon, c'est un peu chaud à l'américaine. Mais sur le terrain, quand on analyse les matchs, quand on regarde les stats sur InStat, sur Wisecout, quand on regarde un peu comment ça joue, attention. Voilà, on va en reparler dans quelques années. Je pense que c'est un championnat en plein essor. Je pense que Moussa, qui est un joueur spectaculaire et talentueux, a fait le bon choix. Et après, il aura tout à fait l'occasion de revenir en Europe, contrairement à ce qu'on pense. Beaucoup de joueurs sont aujourd'hui recrutés dans ces championnats-là et retournent en Europe s'il en a envie. Mais je pense que pour lui, c'est une sacrément belle aventure. La question du coup portait plus sur l'utilisation du transfert. Est-ce que tu peux comprendre que les gens voient qu'il y a un gros transfert pour ne pas parler de record et que derrière, il ne voient pas forcément l'utilisation qui en est faite? Non, mais nous, on ne va pas... on ne va pas utiliser l'argent exceptionnel pour notre quotidien. C'est-à-dire que si demain on met l'argent de Moussa Djité dans notre masse salariale, je fais comment à N+1, N+2? Je suis tous les ans obligé de vendre 2, 3, 4 millions d'euros de joueurs? Non. On doit vivre avec les revenus qu'on génère nous-mêmes. Et les ventes exceptionnelles doivent servir à combler les trous, notamment la crise du Covid. On a perdu 1,5 million d'euros de droits télé, 500 000 de ticketing, 500 000 de partenariats. Les avoirs, quand nos partenaires sont très corrects avec nous, ils nous font des avoirs, etc. Mais un avoir, c'est une perte sur l'année qui suit. Donc on est quand même très impacté par la crise. Et il y a aussi l'évolution de nos structures. Voilà. Si demain on fait la poterne, on sait que c'est 1,5 million d'euros de travaux qui vont se mettre en route dans les 2 ans qui viennent. On sait que sur notre centre d'entraînement et notre centre de formation, on n'a pas encore tous les accords avec les collectivités, mais le club va devoir investir entre 5 et 10 millions d'euros. Bon, à un moment donné, bien sûr que notre président est caution, est moteur, met de l'argent, on passe à la DNCG, voilà, il est exemplaire, mais à un moment donné, cet argent, il sert dans le structurel. Voilà. Aujourd'hui, on n'est pas encore en place pour se permettre de le mettre dans le fonctionnement. Tu n'aimes pas trop le terme de transition? Non,
J'ai horreur de ce terme-là. J'ai horreur de ce terme-là parce qu'on a des est quand même dans l'attente, on va dire, pour changer de dimension d'un centre de formation fonctionnelle, et quel est un peu ton regard sur le GF38 dans quand je suis arrivé en CFA, est-ce que vouloir monter en national, c'est de la transition, voilà, c'est du bricolage. Bon. Est-ce qu'aujourd'hui qu'on est en Ligue 2, finir 11e, 9e, 8e, c'est de la transition? Est-ce que je sais pas moi, est-ce que Guingamp l'année dernière ils étaient en transition? Bon. Est-ce que Niort ils étaient en transition? Non, on n'est pas en transition, on est des compétiteurs, tous les matchs valent 3 points, tous les matchs il faut les gagner, et nous on veut à domicile cette année, comme l'année dernière, gagner tous nos matchs. Enfin, je veux dire, on est habité par ça, on est meurtri quand on perd, on cherche à comprendre, mais on veut gagner, on n'est pas dans une année de transition. Le club n'est pas terminé. Mais moi je trouve que le travail qu'on a fait en 6 ans et 3 mois, et notamment le président, il est pas mal. Je sais où on était il y a 6 ans, club de National 2 qui n'arrivait pas à monter. Je sais que 6 ans après, on va attaquer notre 4e année en Ligue 2, qu'on a vendu plus de 5 millions d'euros de joueurs, qu'on a un représentant au conseil d'administration de la Ligue, qu'à la DNCG on est respecté, que le président il est devenu président de Grenoble Alpes Sport qui gère le stade, qu'on est en place et qu'on a trouvé des terrains pour construire notre centre d'entraînement et notre centre de formation. Je veux dire, voilà, on est en route. Si on peut monter avant, on va monter avant. Aujourd'hui, on n'a pas tous les éléments pour dire on est comme Toulouse, on est comme eux, on veut monter. Non, on est respectueux. Du coup, je complète ma question. Aujourd'hui, on a Brice Maubleu qui dit aujourd'hui on vise le maintien, avec plein de bonnes raisons. Est-ce que dans 3 ans, dans 5 ans, on aura un capitaine du GF38 en début de saison qui dira on vise autre chose que le maintien? J'espère pas. Je pense qu'on doit être focalisé étape par étape. Je pense qu'à Toulouse, Philippe Montagnier, aujourd'hui, il veut 42 points. Il vise le maintien. C'est pas faire du guirou. C'est que le foot, c'est dur. Il faut respecter. On l'a vu avec le PFC, ils jouent les barrages, ils jouent pour pas descendre. C'est la même équipe, c'est les mêmes dirigeants, ils ne sont pas plus cons d'une année sur l'autre. C'est dur. Il faut respecter ça. Donc, quand on débute une saison, on se met en place, on bataille, on cherche nos équilibres défensifs, offensifs, au milieu, on cherche à faire plaisir à nos supporters, on cherche des points. Et après, on voit comment ça se passe. Plus tôt on a atteint cette barre-là, plus tôt on est ambitieux. Voilà. Moi, je vous le dis, notre objectif, c'est un jour d'aller en Ligue 1. Mais je ne suis pas sûr que dans 3 ans, notre capitaine, il dira cette année, notre objectif, c'est d'aller en Ligue 1. Non. Tu dis ça quand tu descends de Ligue 1 en Ligue 2, voilà, il faut remonter. Mais quand tu es un club de Ligue 2 costaud et solide, d'abord tu assures tes bases, et ensuite tu veux aller au-dessus. C'est de la précaution, c'est du respect du travail. Après, ils ont le droit de le dire. Peut-être qu'on aura un qui le dira. Je pense que ça serait maladroit. Tu parlais de la Poterne tout à l'heure. On est le centre à la côte. Est-ce qu'il y a des dates comme ça, un peu de mise en service du centre d'entraînement? On a un calendrier qui est très serré. On doit, nous, en août, avec le COMEX du club, choisir les archis des bâtiments et les archis des terrains. Voilà. On a 3 possibilités pour les archis des bâtiments et 2 possibilités pour les archis des terrains. Donc on est en finalisation avec eux sur les détails. On doit en septembre, au conseil départemental de septembre ou début octobre, acquérir ces terrains. On doit déposer dans la foulée un permis. On va dire que entre les droits de réserve, etc., on va dire que d'ici Noël, début janvier, les choses devraient nous permettre de commencer des travaux. Et on voudrait, sur les 6 mois ou les 5 mois qui restent de 2022, être prioritairement en place pour la structure d'entraînement de l'équipe 1, parce qu'on est aujourd'hui dans une situation, on ne va pas revenir là-dessus, qui est un peu abracadabrantesque. Donc bon, il faut qu'on se protège au niveau de notre équipe 1. Et de façon concomitante, faire nos travaux du son. Donc on espère qu'1 an après, on ouvrirait notre centre, ça c'est nos objectifs, et que dès l'été prochain, entre juin et septembre, on pourrait faire basculer notre équipe première. Petite question un peu naïve sur le Stade des Alpes, du coup, avec... T'as rien de naïf d'habitude. Avec des travaux, du coup, qui ont obligé à délocaliser 2 matchs. Est-ce qu'avec un arrêt précoce l'an passé en mars du championnat, on n'aurait pas pu imaginer de faire des travaux à ce moment-là? Est-ce que le temps administratif, en fait, pour mettre en place est trop long pour ce genre de choses? Tu veux dire il y a 2 ans? Oui, l'année où on s'arrête, où le championnat a été arrêté en mars. On n'était pas prêt. D'abord, GAS n'était pas créé, on était encore sous l'autre formule, on était dans une discussion avec la métropole où nous on réclamait ce terrain, mais il était moins nécessaire pour nos amis du FCG,
Eux, la qualité du prêt est un peu... Voilà, ils n'ont pas les mêmes attentes, donc on était peut-être un peu moins solidaires. Puis là, on s'est retrouvé solidaires dans une même entreprise et on a mis ce sujet en priorité. Il n'y avait pas trop d'autres choix. En plus, on a fait le choix d'avoir la pelouse la plus intéressante pour nous, notamment avec ce qu'on appelle du chauffage, mais bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais qui vraiment nous permettent de jouer les deux clubs, de temps en temps pouvoir faire une séance la veille des matchs, d'avoir la pelouse la plus à la mode et la plus compétitive par rapport à ce qui se passe aujourd'hui sur le marché. Donc, très clairement, voilà, je pense que sur l'intérêt du club à moyen terme, c'était nécessaire. Voilà, je suis comme tout le monde déçu, frustré, parce qu'on est des compétiteurs et que c'est plus facile de gagner un match au Stade des Alpes que le jouer à moitié à l'extérieur à Guignon, mais on n'est pas là pour chercher d'excuses, ça fait partie de la construction du club. Aujourd'hui, moi je pense que ça serait plus important d'avoir un super terrain d'entraînement. Bon, on l'a pas, on s'en plaint pas tous les jours, et on fait tout pour l'avoir le plus vite possible. Donc la pelouse c'est pareil, on fait le dos rond, on a un début de saison où on cumule les petites emmerdes. Bon, c'est la vie, c'est pas pour ça qu'à la fin de saison, on ne doit pas être dans nos objectifs. Est-ce que tu pourrais expliquer rapidement aux supporters pourquoi Guignon et pas Annecy ou Valence, non ? Parce que Guignon, c'est le seul terrain sur le territoire qui est homologué où il n'y a pas de club. Valence ne l'est pas, Annecy ne l'est pas. On a demandé à Dijon, mais qui avait déjà dealé avec Sochaux. Saint-Étienne et Lyon, on n'a pas demandé parce que bon, voilà, c'est un peu plus compliqué pour eux. Donc, on aurait pu aller très loin aussi. Il faut absolument un stade homologué. Guignon, d'ailleurs, j'en profite pour les remercier, a fait des efforts sur ce sujet. Ils ont fait des travaux pour se mettre aux normes de la Ligue, même s'ils ont eu quelques petits passes droits, ce qui est normal. Et ça nous a bien aidé aussi. On a essayé de les aider dans ce sens. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui nous fait plaisir, hein. On est contraint et forcé, mais on va pas jouer les pleureuses et dire voilà, on est à Guignon, non, bon, voilà, on est à Guignon, on a encore un match à faire, c'est pas pour ça qu'on ne va pas le gagner. Malgré tout, le retour du public vous réjouit. Avant la crise, vous aviez commencé à mettre en place des choses, une public famille notamment, des choses comme ça. Là, on a vu qu'il y avait des fresques en tribune ouest. Est-ce que ça reste un sujet important, l'accueil des supporters qui existent et éventuellement d'un nouveau public ? C'est fondamental. Aujourd'hui, on n'a pas retrouvé notre public, encore. Voilà, c'est un stade où il doit y avoir 15 000 tout le temps, où il doit y avoir 20 000 sur les gros matchs, qu'on soit en Ligue 2, le Strasbourg l'a fait, Grenoble, pour l'instant, ne l'a pas encore fait de façon régulière et récurrente. On est déçus parce que l'année dernière, avec nos très bons résultats à domicile, voilà, on pouvait gagner 1000, 2000, 3000 spectateurs récurrents supplémentaires, plus de VIP. Bon, c'était une année complexe, on l'a pas fait. Donc, on voit aussi toutes les évolutions avec GAS. Nos supporters ont longtemps réclamé, oui, alors comment on peut faire pour s'approprier un peu la tribune, faire des fresques ? On dit c'est pas possible. Bon, notre président est aujourd'hui président de GAS, on s'entend avec nos amis du FCG, on gère notre outil, bon, c'est fait. Voilà, donc les avancées elles sont là, les buvettes arrivent, le cashless, voilà, donc on est en pleine évolution. Bien évidemment, notre sujet numéro 1, nous, c'est de faire plaisir aux Grenoblois. C'est construire une équipe qui leur ressemble. Voilà. Et je le disais dans des interviews précédentes, nous, on est là pour être un totem du territoire. Voilà. Et ressembler aux gens qui viennent au stade et donner envie aux gens de venir au stade. Voilà. C'est notre objectif. Donc oui, il y a des travaux qui sont mis en place. Vous allez voir la nouvelle pelouse, les abords, le bleu autour, les peintures, même à l'intérieur du stade. Oui, bien sûr. Moi, j'ai le sentiment que tous les jours, on avance. Voilà. Alors, attendant, il y a la contrainte de ces deux résultats, mais sur notre fonctionnement, c'est un épiphénomène. Alors quand je dis ça, il ne faut pas mal le prendre, parce qu'on reste des compétiteurs, et c'est ce qui fait notre business à la fin du mois. Mais le vrai sujet, c'est ça, c'est que dans l'entreprise foot, ok, on va gagner, on va perdre des matchs, et on sait où on veut aller à la fin. Tu parlais de tes fonctions à l'LFP, est-ce que tu n'as pas peur de trop te disperser avec ces nouvelles fonctions-là ? C'est un sujet, c'est mon président qui m'a poussé pour le faire. Aujourd'hui, conseil d'administration de la Ligue, moi de mon côté, j'avais pas une bonne image. Je dis, ouais, ils font un peu n'importe quoi, on a vu avec les droits télé, maintenant les 18 clubs. Bon. Et puis à un moment donné, j'ai beaucoup discuté avec Vincent Labrune, avec le président, on était en désaccord, notamment sur les 20 clubs, j'avais des mots un peu durs à son égard. Et puis on a eu, voilà, on s'est dit peut-être qu'il y a une opposition raisonnée, une opposition des clubs du territoire, pas des petits clubs. Des clubs
avec des propriétaires français, des clubs qui ont une autre vision sur la formation, comment on peut marketer cette division, comment on construit des clubs qui demain vont être pérennes en Ligue 1 en venant de Ligue 2, qu'on ne fasse pas des one-shot. Il me dit peut-être il y a une réflexion différente de ce que j'ai aujourd'hui avec Nasser, avec Jean-Michel Aulas, il me dit ça serait pas idiot que tu sois intéressé par ça. Donc on a discuté, il y avait d'autres candidats, bon voilà, on a fini par et mon président m'a dit voilà, on n'a jamais été présent dans les instances, on traverse une bonne période, on est à la mode économiquement, on est exemplaire sur plein de sujets, on va construire notre outil centre de formation et centre d'entraînement, on a envie d'aller en Ligue 1, c'est une opportunité, il faut le faire. Moi j'ai pas du tout l'intention de me disperser, parce que moi je suis d'abord directeur général, manager général du Grenoble Foot 38, aujourd'hui c'est mon club. Voilà. Je crois qu'en cumulé j'aurais fait plus de 15 ans de ma carrière ici pour l'instant, alors peut-être demain je serai ailleurs, mais voilà, c'est une récompense pour le club, je le vis comme une récompense pour le club, une source d'information, une meilleure compréhension des instances et de la façon dont les choses se traitent à très haut niveau, parce que des fois nous on comprend pas ce qui se passe, donc là peut-être qu'on aura raison de ne pas comprendre parce que ça ne nous ira pas du tout, ou peut-être qu'on comprendra mieux pourquoi ça ne nous va pas, comment se passent les choses. Donc c'est quelque chose d'un peu différent. Je ne prends pas du tout ça comme un bâton de maréchal et dire voilà, après ça, j'ai fini ma carrière, c'est super. Non, c'est un élément qui va. Et on va voir au fil de l'eau si j'ai une utilité, si c'est utile pour le club, si ça ne prend pas trop de temps, voilà, c'est une découverte. Mais c'est, je pense, une récompense sur le travail effectué et la position du club dans le foot français. On a parlé du sportif, on a parlé des infrastructures. Est-ce que l'administratif, si on peut appeler ça comme ça, va aussi se structurer davantage au cours des prochaines semaines? Oui, on est en pleine réflexion, notamment le service commercial. Je pense qu'on voilà, au moins un commercial, au moins un directeur commercial marketing qui va arriver. On réfléchit à tous ces sujets. On ne veut pas surstaffer. Je comprends tout à fait le président, il est dans une logique quand même de grande distribution. On ne veut pas surstaffer les postes qui ne sont pas de production directe. Bon. Est-ce que la com c'est de la production directe? C'est une position indirecte, mais c'est nécessaire. Voilà. Bon. Donc à un moment donné, la production directe, ça reste quand même le marketing, le sponsoring. Aujourd'hui, on n'a pas retrouvé notre place en termes de partenaires. On a beaucoup progressé. On a multiplié par 3 notre sponsoring, le président intervient, on a des partenaires maillots grenoblois comme Sampa, voilà, qui sont forts, ABC, mais on n'a pas retrouvé la place que nous devrions avoir ou que nous avions eue à Grenoble. Donc on a un gros travail à faire sur ce sujet-là, on a un gros travail à faire sur l'accueil au stade, on a un gros travail à faire avec nos supporters, on a un gros travail à faire pour expliquer notre travail. Voilà. Bon. Parce que les gens ils voient les résultats, ils disent ah bah là ils ont fait n'importe quoi, c'est quoi ce joueur, machin. Bon, et en fait ça c'est la partie immergée de l'iceberg, même pas, c'est le truc, on n'explique pas assez notre quotidien, où on veut aller, comment on y va, sous quelle forme. Mais aujourd'hui, on a 50 salariés au club, on va passer allègrement la barre des 10 millions d'euros de budget. Voilà, on est un club en règle, en forme, en place, respecté au niveau de la DNCG. Comme je l'ai dit, Mikel Heller, patron de la DNCG, moi j'ai le plus grand respect pour lui, il a mis en place des nouvelles règles qui n'étaient pas simples pour tout le monde. On a été dans les premiers à les valider, à les accepter, à aller dans ce sens. C'est pour ça que je suis monté un peu au créneau par rapport à ce qui se passe à Nancy. Pas du tout contre les dirigeants de Nancy. Voilà, ils utilisent une brèche, une voie d'eau. Mais surtout, je voudrais que la Ligue, la Fédé, voilà, prennent ça en compte parce qu'ils doivent régler ce sujet. Voilà. Là, on vous dit, y a un ruisseau qui passe, vous pouvez boire. Bon, Nancy, ils boivent. Mais s'il n'y a pas de ruisseau, ils ne boivent pas. Donc, je pense que c'est la règle qui doit changer. Alors après, eux, est-ce qu'ils l'ont fait de façon machiavélique ou pas? J'ai mon avis sur la question. Je pense que c'est pas bien de contourner la règle, même si on a le droit, de façon sans équivoque, voilà, en se fichant un peu de la tête des gens, en leur disant vous avez vu, vous m'interdisez de recruter, mais je fais ce que je veux. Bon, ça on n'a pas trop le droit de le faire. C'est ça qui a été, je pense, un peu
mal compris. Et donc aujourd'hui, voilà, ça fait partie des sujets, notamment par rapport au CA, de la Ligue, etc., où on doit être vigilant. Et nous, on se doit d'être hyper respectueux de tout. Voilà. Et c'est l'objectif de notre président, c'est qu'on ne soit pas pris en défaut dans le fonctionnement de l'entreprise foot auprès de la Ligue et auprès des instances. Est-ce que tu as un message pour conclure pour les supporters qui eux sont peut-être inquiets? Le maître mot, c'est patience peut-être pour l'instant? Non, mais à ceux qui sont inquiets, franchement, j'ai pas grand-chose à leur dire. C'est parce que ils aiment le foot que ponctuellement. Voilà. Quand on est inquiet, c'est parce que on a le sentiment que depuis plusieurs années ça va pas. Voilà. Aujourd'hui, ils ont un actionnaire français. Ils n'ont plus les Japonais, etc. Ils ont leur place à l'intérieur du stade. Ils ont décoré leurs tribunes. Ils sont écoutés. À un moment donné, on a des échanges. On ne dit pas toujours oui, mais ils sont écoutés. En 6 ans, le club est redevenu un club structuré, reconnu en Ligue 2. On vend des joueurs, des fois trop, pas assez, ou pas assez bien. Bon. On recrute, on est en place, tous les ans on est compétitif. On parle de nous plutôt en bien. On a perdu 2 matchs, on va perdre 3, 4. Ok, d'accord. Bon, c'est un épiphénomène. Voilà. Il n'empêche que ça nous touche et qu'on est là pour les satisfaire. Donc, bien évidemment qu'on n'est pas là en disant non, mais je suis en vacances, on verra. Quand je rentre, je vais recruter des joueurs. Vous inquiétez pas. C'est pas ça le sujet. On travaille. On veut que ça s'arrête. Mais je veux dire sur l'ensemble de l'œuvre mis en place par Stéphane Rossonvlet depuis 6 ans. Franchement, j'espère qu'ils ne sont pas inquiets. Sinon, c'est leur appréciation du club qui m'inquiète. Parce que sinon, il y a tout un tas d'éléments qui font qu'aujourd'hui, ils n'ont pas d'inquiétude à avoir. Vous savez, les clubs, ils meurent de leurs résultats financiers, jamais de leurs résultats sportifs. Et nous, on n'est pas morts sportivement, je vous le confirme. Je connais ta réponse, mais est-ce que le GF38 n'a pas eu de trop bons résultats du coup l'an passé, et du coup les attentes aussi ont monté en valeur? Les attentes, elles ne me font pas peur. Voilà. Et les gens, ils ont raison d'être avec nous. Ils ont raison des fois de critiquer. C'est la forme des fois. Bon, on connaît aujourd'hui les réseaux sociaux. Il faut raison garder. Il faut faire les choses intelligemment. Mais ils ont raison d'être exigeants. C'est leur club. C'est pas le mien. C'est le club des Grenoblois. Moi, un jour, je vais partir. Grenoble, ça va rester là. Les supporters, ils vont rester là. C'est leur club. C'est leur chair. Ils aiment le foot. Donc, ils ont raison de dire ce qu'ils pensent. Alors, ils doivent le dire avec correction. Ils doivent le dire de façon étayée. Pas que comme des gens sur un comptoir en train de boire un coup. Mais leur parole compte. Voilà, c'est important. On fait le foot pour eux. Pas le foot pour moi. On fait le foot pour que Grenoble, à travers son équipe de foot, soit reconnue, soit exemplaire, ait une identité, et que quand ils aillent en vacances à droite et à gauche, ils soient fiers de dire « Ah, moi je suis supporter de Grenoble ». C'est sûr que là aujourd'hui, on vient d'en prendre 4, pour eux c'est plus dur, ils doivent étayer leurs propos, ils doivent expliquer. Peut-être que nous, on ne s'explique pas assez sur la façon dont on construit le club.